Merci beaucoup. Je remercie bien sûr Alain Supiot de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à un endroit où je me sens vraiment peu à mon aise. Je le soupçonne malgré tout d'avoir voulu montrer un cas presque clinique d'irresponsabilité pour commencer et contraster avec ce qui va suivre. Mais donc, nous avons pensé donner comme thème cette traduction de la responsabilité dans les langues extrême-orientales. Vous allez le voir, ça va être centré pour des raisons assez précises autour du Japon, mais nous allons faire un tour d'horizon dans ce que l'on appelle l'Asie, l'Extrême-Orient sinisé, n'est-ce pas, de la sphère de culture chinoise pour des raisons purement philologiques, voire linguistiques. Alors d'abord, excusez-moi, je ne vois qu'un bouton à presser. Voilà, c'est d'abord, pour ce qui est de... Alors, je ne sais pas si nous parlerons de l'histoire du terme de responsabilité en Occident, à cause de son allure très respectable, c'est-à-dire de son allure latine, n'est-ce pas, responsabilité semble un vieux mot, un vieux mot qui remonterait directement à l'époque romaine. Or, il n'en est rien. Je vous ai donné ici quelques étapes de l'histoire du mot. En latin classique, si vous allez regarder votre gaffio, on n'a guère que le mot sponsalis qui soit attesté. Quant au mot responsalis, alors sponsalis qui veut dire qui peut être fiancé, n'est-ce pas, qui peut être donné en mariage, le mot responsalis, lui, est attesté dans la latinité tardive comme répondant à sponsalis, donc au sens de répondant précisément, et qui est parallèle à sponsalis. Sponsalis veut dire qui concerne les fiançailles, responsaliste, celui qui peut répondre, comme l'a dit Alain, ou l'a écrit Alain, de répondre sinon juridiquement, du moins moralement. Ce n'est que dans la latinité médiévale, dans le dictionnaire de Ducange, un dictionnaire classique du XVIIe siècle sur le latin médiéval, que l'on trouve responsabilis, et non pas responsibilis à l'anglaise, ce terme ne semble pas exister, le responsibilis ne semble exister qu'en anglais. Et, alors que responsabilis est anciennement attesté à partir de 1350, ce qui n'est pas vieux, n'est-ce pas? Et Ducange l'explique par une action juridique, ce que j'ai mis, action juridica qui responderi debet, comme on devait le prononcer sans doute au Moyen-Âge, donc une action juridique à laquelle il fallait donner réponse. Et donc ce n'est pas ce à quoi l'on peut répondre, mais elle est suffisamment valable pour qu'on puisse y répondre. Ensuite, responsabilitas ne semble pas exister avant l'époque moderne, responsabilitas, pas plus que responsabilitas. Les seules attestations que j'ai trouvées de responsabilitas, c'est avec accountabilitas, et vous voyez la curieuse orthographe, parce que c'est sur un site indonésien, ce qui augure très mal de sa validité historique. Donc, sans aller plus loin dans l'archéologie du terme, vous voyez, nous voyons une attestation, l'avant-dernière ligne, Homo responsibilis, c'est un usage du XXIe siècle dans une publication scandinave. Donc tout cela est entièrement moderne. Donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, n'est-ce pas? Je voulais simplement vous faire remarquer un bon exemple, le dernier exemple qui est tout à fait symptomatique du terme au Moyen-Âge. Il disait que l'on devait déclarer lesdites demandes obscures et non susceptibles de réponse. Voici en quelque sorte ce que l'on peut dire du terme, n'est-ce pas? Et je vous donne ici quelques noms, spondere et respondere. Donc, responsabilis, celui qui répond pour quelqu'un d'autre, celui qui s'engage pour quelqu'un d'autre et qui répond à la place de quelqu'un d'autre dans un tribunal, n'est-ce pas? Et qui reçoit sur lui le jugement.
Alors, il n'est pas forcé qu'il y ait le mot responsabilité ou responsable pour que la notion y soit. C'est ce que je vous donne ici, cette fameuse plaque qui était sur le bureau du président Truman, n'est-ce pas, qui est très célèbre aux États-Unis. The buck stops here. Je ne vais pas faire l'étymologie du mot buck, qui veut dire le daim, mais ici c'est le manche de couteau, sans doute en bois de daim, et de l'expression anglaise to pass the buck, qui veut dire refiler le bébé à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire refiler la responsabilité de quelqu'un, faire passer la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Et Harry Truman, président des États-Unis, a mis sur son bureau, c'est ici que s'arrête le couteau, je suis l'ultime responsable, donc à la fois politiquement, économiquement, moralement. Donc on a évidemment tout occidental met le mot responsibility derrière cette façon détournée, mais c'est simplement pour vous montrer que on peut avoir une sorte de métaphore sans avoir le terme, ce qui peut être intéressant pour nous. Je vais donc parler de la responsabilité en Extrême-Orient, de la traduction de la responsabilité en Extrême-Orient. C'est bien sûr un terme, un domaine extrêmement vaste, et j'ai dû chercher quelque chose qui me donnerait une sorte de critère objectif. Et j'avais été très impressionné il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années par les propos d'un économiste, de même de plusieurs économistes qu'il avait repris après dans plusieurs publications. Il y avait même eu plusieurs livres autour de la question, où il cherchait une référence mondiale, une référence économique mondiale qui puisse être compréhensible partout, et pour le pouvoir d'achat. Et il fallait donc quelque chose qui soit identique dans tous les pays, parfaitement calibré, parfaitement, même techniquement structuré, et dont on soit sûr de l'objectivité comme critère économique décisif. Et on avait trouvé le hamburger. Le hamburger d'une société dont je tairai le nom qui commence par M, et les économistes avaient dit que le hamburger pouvait être le critère mondial pour le pouvoir d'achat. Même sans être économiste, je pourrais tout de suite trouver 5 ou 6 contre-arguments à cette idée, mais en tout cas, c'est une idée qui m'avait semblé intéressante pour pour essayer une sorte de comparaison des notions à travers le monde. Or, il y a quelque chose qui pourrait être l'équivalent du point de vue de la culture, c'est un livre qui soit traduit dans toutes les langues du monde, qui comporte des termes importants, et dont on pourrait comparer les traductions pour voir ce qui passe à travers. Alors, il y a la Bible, me direz-vous, qui est sans doute le livre le plus traduit. Pour le reste, pour la suite du classement, c'est plus délicat, mais la Bible est indubitablement le livre le plus traduit, mais on ne trouve pas dans la Bible le mot responsabilis ni responsabilitas, ce qui indique encore une fois, donne une idée du caractère moderne du terme. Il y a un autre livre qui, en revanche, est le deuxième ou troisième livre le plus traduit au monde, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Vous voyez pourquoi je dis ça. Donc, Le Petit Prince est un livre qui a paru en 1943. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est paru en 2 langues en même temps. C'est-à-dire qu'en 1943, c'était publié à New York en anglais et en français. Il y a tout de suite une dimension internationale de ce livre. Et il a été assez rapidement traduit dans les grandes langues d'Europe, mais plus rapidement même pour certains grands pays d'Europe, il a été traduit en langue japonaise dès 1953. Et puis, alors là, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui dépasse un peu notre colloque, mais ce livre a eu une énorme importance dans tout l'Extrême-Orient. Au Japon, il est devenu un livre aussi lu, peut-être même plus lu qu'en France, et peut-être après le Japon,
je n'ose pas dire sous l'influence du Japon, mais certainement ça a quand même joué, et nous allons voir aussi justement sur ce terme. Il a été traduit en chinois, en coréen, en vietnamien. Ce ne sont pas seulement... Ah, merde. Il est 10h15, j'aurai encore un petit quart d'heure, peut-être après, si jamais. Donc, or, il ne s'agit pas seulement d'une traduction, n'est-ce pas? Il y a au moins une quinzaine ou une vingtaine de traductions en japonais, à peu près autant en coréen, peut-être un peu moins, mais pas beaucoup. Je pense qu'il y a au moins une dizaine de traductions en coréen. Et il y a une soixantaine de traductions en langue chinoise. En langue chinoise, tout pays de langue chinoise confondu, c'est-à-dire Taïwan, Hong Kong et le continent. C'est donc un livre qui est devenu pratiquement un livre, un livre de la littérature japonaise et de la littérature chinoise. Le fait qu'il ait été traduit autant de fois montre que, évidemment, les traductions ne sont pas jugées satisfaisantes. Je ne sais pas si c'est l'unique question. C'est aussi c'est une sorte de défi aux traducteurs. Le style extrêmement simple, mais en même temps très profond. Enfin, tout dépend de ce que l'on donne par profondeur. Et incite les traducteurs à exercer leur talent dessus. Et évidemment, vous voyez tout de suite pourquoi j'ai pris ce Petit Prince comme hamburger culturel. C'est qu'il y a à la fin du chapitre 21 cette fameuse phrase, le chapitre 21 qui décrit la rencontre du renard et du Petit Prince, le renard qui veut être apprivoisé, le Petit Prince qui ne veut pas l'apprivoiser, qui finit par le faire et qui doit le quitter, le renard est triste, etc., etc. Et le renard, à la fin, lui donne ce qu'il appelle son secret, un secret très simple, dit-il, c'est on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Cette phrase est devenue aussi une sorte de pierre de touche de la technique de traduction dans le monde entier. Vous avez des sites entiers Internet qui sont consacrés à cette phrase très, très célèbre. Vous avez même plusieurs livres, plusieurs recueils qui s'amusent à la remettre à la présenter dans une centaine, donc 200 langues parfois. Mais moi, ce n'est pas cette phrase qui m'intéresse, c'est la phrase finale du chapitre. Je vous épargne le dialogue. C'est le renard dit au Petit Prince « Tu es responsable de ta rose », et le Petit Prince finit le chapitre en disant « Je suis responsable de ma rose ». Et c'est à partir de cela que j'ai voulu regarder la façon dont ce terme de responsabilité, alors nous n'avons pas le temps d'en parler complètement, mais c'est quand même assez curieux que la responsabilité, là, est liée à la notion d'apprivoisement, n'est-ce pas? Le renard dit un peu plus haut au Petit Prince, « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. » Apprivoisement, donc, et responsabilité. En français, non plus, ce n'est pas naturel. Cette phrase nous semble entièrement naturelle. Je ne sais pas si nous aurons le temps de revenir là-dessus, mais le terme et le contexte et le sens que Saint-Exupéry donne au mot est très délicat à expliquer. Mais il n'y a aucune difficulté pour les langues occidentales. On a toujours traduit responsable par responsible et les équivalents européens. Qu'en est-il des langues de l'Extrême-Orient, justement? La première traduction en Extrême-Orient date de 1953. Je vous l'ai mis en japonais pour que vous compreniez mieux. Elle est donc de l'œuvre d'un traducteur qui s'appelle Naito Haro. Et ce traducteur, qui était un grand traducteur, qui a traduit beaucoup de choses du français et de l'anglais, et alors c'est une précision importante, est né en 1883, il est mort en 1977, c'est-à-dire qu'il avait 17 ans en 1900, il est donc un produit de ce monde culturel japonais où le Japon s'ouvre sur l'Occident, mais où les traditions culturelles langagières philologiques japonaises sont encore très fortes. Et ce qui est intéressant, c'est que de ce passage où personne n'hésiterait à utiliser le mot
responsable dans une langue européenne quelconque, n'est-ce pas? Lui, Naito Haro, qui est un grand francisant, qui connaît bien le français, on peut critiquer sa traduction, je serais le premier à le faire, mais c'est une traduction qui est devenue classique, n'est-ce pas, au Japon. On a mis du temps à vouloir la rivaliser avec, et maintenant c'est devenu une sorte de sport national. Mais donc, pendant au moins une vingtaine d'années, cette traduction qui est restée classique ne met absolument pas dans l'échange tu es responsable de ta rose, je suis responsable de ma rose, ne met absolument pas l'équivalent japonais du mot responsable qui existe, nous allons le voir bientôt. Traduit très littéralement, je traduis tout ça très littéralement, n'est-ce pas, pour bien, cette phrase qui est de langue très parlée en japonais, c'est tu dois la garder, la promesse que tu as faite à ta rose, à la rose même. Et le Petit Prince de répéter « Je dois garder la promesse faite à cette rose ». Je traduis littéralement. Donc, responsabilité ici est simplement un engagement, une promesse, l'engagement que le prince, dont on ne voit mal d'ailleurs ce qu'elle est, puisque c'est la promesse de revenir sans doute, de revenir sur la planète, l'astéroïde du Petit Prince. Mais ce qui est ici vraiment marquant, c'est que dans ce mot, ce terme qui est senti comme universel en Europe, le traducteur japonais, dont les racines culturelles sont vraiment dans la vieille période, dans l'encore vieille période culturelle japonaise, ne peut pas utiliser le mot technique, néologisme d'ailleurs, j'y reviendrai, pour responsabilité, mais fait un détour tout à fait significatif. Ensuite, je vous donne, dans les innombrables possibilités, je vous donne simplement deux traductions récentes. Une traduction délicieuse d'une traductrice qui s'appelle Kono Mariko, qui est pleine d'inventivité stylistique, lexicale, etc. C'est vraiment un très beau livre. Et date de 2006, donc, et cette fois-ci, je pense que les plus observateurs verront tout de suite qu'il y a deux citations, n'est-ce pas? Et les 5 derniers signes de chaque citation, vous avez donc, je n'ai malheureusement pas de... non, on ne peut pas. Ah oui, si, voilà. Vous voyez ici, vous voyez 2 caractères chinois, et ici encore 2 autres caractères chinois. Ce sont les mots lus en japonais sekinin et en chinois zherzhen, n'est-ce pas, qui veut dire responsabilité au sens tout à fait juridique et au-delà, c'est-à-dire qui couvre à peu près l'essentiel des termes français. Donc, Madame Kono Mariko traduit par « Tu as une responsabilité envers ta rose », le Petit Prince répondant « J'ai une responsabilité envers ma rose ». Donc, c'est le terme, cette fois, qui serait, dans Google Translate, n'est-ce pas, vous mettriez responsable ou responsabilité. Oui, je n'insiste pas sur les fonctions grammaticales ici. Vous auriez tout de suite ce mot-là. Donc, et ensuite, je vous donne une autre traduction qui date de 2011 de M. Suga Keijiro, alors lui qui a eu une sorte d'épiphanie joycienne en lisant Le Petit Prince et qui a découvert que Le Petit Prince était, ce qu'on appelle en bon japonais, un street boy, n'est-ce pas? C'est bien qu'il le fait parler comme un petit voyou. Un petit voyou. Je ne peux pas donner la traduction parce que c'est très difficile à traduire en français, mais l'emploi des pronoms personnels, n'est-ce pas, ce serait presque comme en vieux français, mésig, n'est-ce pas, lorsqu'il dit je suis responsable de ma rose, il dirait mésig, je suis responsable de ma rose. Et malgré cela, vous voyez, malgré le caractère tout à fait parlé et même vulgaire de l'ensemble du texte, c'est encore une fois sekinin, les 2 mots qui sont là. Donc nous voyons bien, et ces 2 traducteurs sont nés quasiment à la même époque, en 1959-1958. Ils sont contemporains. Donc vous voyez que des Japonais d'une plus jeune génération n'ont plus d'hésitation à utiliser le terme juridique qui s'est suffisamment intégré, le terme occidental, je dirais, enfin je reviendrai là-dessus, qui s'est suffisamment intégré là-dessus. Alors, le temps me presse, bien sûr. Si nous regardons les traductions chinoises, je vous en ai donné 2
qui datent exactement de la même année. Il y a des dizaines de traductions chinoises, une de Hong Kong et l'autre de Taipei, de Taïwan. Ici encore, les plus observateurs verront que nous avons exactement en chinois comme en japonais le même composé sino-japonais qui désigne la responsabilité. Je suis. Alors, la traductrice de Hong Kong dit « Je suis responsable envers ma fleur ». Je ne sais pas pourquoi elle ne dit pas le mot rose. Et je vous donne une curiosité linguistique qui est très intéressante. C'est une traduction dans le dialecte Hakka, n'est-ce pas, un dialecte dont je n'ai pas le temps de parler ici, mais qui est un dialecte assez répandu à Taïwan et dans certaines régions de Chine du Sud, dans le Fujian. Et dans ce dialecte Hakka, l'équivalent de responsable, comme vous voyez, c'est légèrement différent, mais l'un des deux caractères est le même que dans les traductions antérieures. Si maintenant nous sautons au coréen, alors je vais très vite, n'est-ce pas? Le coréen, vous avez aussi des dizaines de traductions. Je vous donne une traduction de 1994 où vous avez l'équivalent coréen des termes chinois et japonais que nous venons de voir, c'est-à-dire c'est exactement le même, sauf qu'il est prononcé de façon différente. Chegim, qui veut dire la responsabilité. De même que dans une traduction beaucoup plus récente qui date de 2009, je crois, vous avez encore une fois le mot Chegim, donc Sekinin. On pourrait aller... Pour le vietnamien, je vous donne simplement cette traduction vietnamienne. Vous avez deux grandes traductions vietnamiennes, et vous voyez ici le mot Chak Niem, qui veut dire, qui est la prononciation en vietnamien parlé de ce même mot, Sekinin Zerjen, n'est-ce pas? Donc vous voyez que pratiquement toutes les traductions modernes du Petit Prince donc, ont pris ce terme un terme donc, qui est qu'on peut appeler un néologisme. Je ne pense pas qu'il y ait eu il a sans doute été attesté de façon sporadique autrefois, mais utilisé dans le sens de responsabilité. C'est avant tout un substantif, n'est-ce pas? Dans le sens de responsabilité, c'est un néologisme qui apparaît à la fin du XIXe siècle, probablement au Japon, et qui s'est diffusé avec l'extension des modèles juridiques occidentaux, qui s'est répandu dans tout l'Extrême-Orient. Mais il était réservé avant tout aux domaines spécialisés. Ce n'est que, sans doute après la guerre, que nous avons désormais cette espèce d'universalité du terme dans tous les niveaux de conversation, de littérature, dans tous les domaines qui dépassent bien sûr le niveau juridique. Ce qui m'amène à une conclusion provisoire, j'avais bien d'autres choses à dire, mais je crois que le temps ne nous est plus que compté. Une conclusion provisoire, ces mots ne viennent pas de nulle part, en Chine comme au Japon. Ils sont faits à partir de deux caractères qui ont une grande tradition. On pourrait, et en reprenant ce que disait Alain Suppiot, pour une certaine période du vocabulaire européen, le mot principal, qui est le premier, n'est-ce pas, za en chinois, seki en japonais, désigne avant tout la responsabilité à la fois morale et pénale, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un qui échoue qui perd une bataille, il en portera la responsabilité et il se suicidera ou s'exilera. J'ajouterais que je n'ai plus le temps Oui, alors le japonais ajoute à cette... c'est un peu compliqué d'expliquer la transposition du japonais en chinois, mais tout terme japonais a deux lectures possibles. Une lecture sino-japonaise et une lecture japonaise qui explicite le terme. Et le mot japonais pour responsabilité, c'est seme, n'est-ce pas, qui est la lecture japonaise du premier caractère que nous venons de voir. Or, seme veut dire aussi la torture. Donc, et aussi la dette. Alors nous avons en japonais ces trois notions de responsabilité au sens moral et pénal,
C'est-à-dire une responsabilité qui engage la plupart du temps un châtiment. On ne va pas utiliser ce mot de façon laudative. Alors qu'entre parenthèses, n'est-ce pas, en français, et sans doute à l'époque de Saint-Exupéry, c'est un usage qui s'est perdu depuis, mais on parlait d'un jeune homme responsable, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il n'était pas responsable pénalement, c'est un jeune homme à qui l'on pouvait confier quelqu'un, à qui l'on pouvait faire confiance. D'ailleurs, et cette nuance n'est pas passée dans le mot de sekinin ou les japonais. C'est sans doute dans ce sens-là que le Petit Prince utilisait ce terme, et le renard. Mais donc, ces mots qui ont une histoire différente, en japonais, le côté pénal de torture et de dette s'est atténué pour prendre toutes les nuances, et on peut dire à peu près la même chose en chinois, pour prendre pratiquement toutes les nuances du terme occidental. Donc, ce que l'on pourrait penser, j'arrive à la conclusion, ce que l'on pouvait considérer comme une traduction, c'est-à-dire une traduction impliquant que l'on mette dans une langue, que l'on trouve dans une langue une notion correspondant à une notion d'une autre langue, c'est-à-dire un passage, vraiment, ce n'est pas vraiment une traduction, c'est un néologisme, c'est-à-dire que c'est un mot qui a été fait pour transmettre, faire passer dans les langues de l'Extrême-Orient une notion occidentale, tout en l'appuyant évidemment sur des notions traditionnelles. Et ce qui me fait dire que l'histoire de ce mot conforte une impression que l'on a très souvent lorsque l'on lit les journaux chinois et japonais, c'est que sous une surface linguistique très différente, comme j'ai fait un peu exprès de le montrer, nous parlons en réalité la même langue parce que c'est une universalisation des concepts qui s'est opérée au cours du 19e et 20e siècle. Bon, bien sûr, il faudrait faire aussi intervenir d'autres concepts comme la responsabilité dans le bouddhisme aussi, à laquelle il serait tout à fait intéressant de faire allusion ici, mais je m'en tenais simplement à ce côté terminologique et je vous remercie de m'avoir écouté sans trop de désenfumage.